Cette de conférence va maintenant marketing, être enregistrée. c'est pénible par contre, et de neurosciences. Vous étiez intervenu lors d'un webinaire en avril autour de la sortie de crise, communication interne et gestion du facteur humain. Et puis, vous nous avez fait une brillante introduction à la biosystémique lors d'un club excellence du label Montblanc Excellence au mois de juillet. Et nous avions pris date pour le sujet qui vous est cher sur la communication en situation de crise. Et notamment l'impact finalement sur l'image de l'entreprise. Donc, on vous laisse la main pour à peu près 40 minutes sur ce sujet de communication dans les situations de crise. Les questions peuvent être posées effectivement sur le chat. À ce moment-là, on les récapitulera à la fin pour un espace de discussion et de questions-réponses. Patrice, c'est à vous. Petite précision. Déjà, Marc, merci beaucoup. Patrice, Oui. Désolé, je vous coupe avant que ça commence, juste pour donner les précisions techniques. On demande à tous de bien penser à couper son micro pour éviter les interférences et peut-être de couper les caméras pour aider à utiliser moins de bande passante pendant la présentation. Merci. Ah bah, c'est pas dommage. Du coup, je ne sais pas à qui j'ai affaire, mais bon, moi, ce que j'aurais envie de vous faire, de dire, c'est que peut-être qu'après, sur la partie questions, effectivement, quand vous posez vos questions, ce serait sympa, effectivement, qu'on puisse se voir juste le temps de la question, parce que ces périodes de confinement et de visioconférence à répétition nous coupent un petit peu les uns des autres, et notamment, on prend plus l'habitude de parler à nos ordinateurs qu'aux personnes. Donc, OK. Merci pour votre invitation. Donc, je démarre et voilà. Donc, je mets aussi un timer. Donc, l'invitation d'aujourd'hui, c'est comment communiquer en situation de crise, quels sont les enjeux. Alors, on a 40 minutes de présentation, puis ensuite, effectivement, des questions-réponses. On ne va pas passer à travers tout ce qui pourrait être dit. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Peut-être rapidement pour me présenter. Donc, je dirige un cabinet qui s'appelle Médiation, qui est un cabinet de communication spécialisé dans les situations sensibles. Comme Jean-Marc l'évoquait tout à l'heure, j'ai eu le plaisir déjà d'intervenir virtuellement, mais aussi de façon présentielle cet été, à travers notamment le lien que me permet d'avoir mon ami Laurent Morvan, qui est patron d'Infusion, ce cabinet d'études basé à Annecy. Je suis formateur aussi en gestion du facteur humain et donc j'interviens également dans l'accompagnement du changement dans les entreprises avec un volet de communication interne, mais aussi un volet évidemment d'accompagnement du management. Alors rapidement, quelques images. Je fais de la communication, du média training depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé en particulier aux situations de crise? Il y a un jour un journaliste qui me disait, mais à chaque fois qu'il y a une crise, on te voit, donc je ne vais pas partir en vacances avec toi. Je vous rassure, j'ai aussi d'autres occupations, mais il se trouve que je suis tombé dans la crise jeune professionnel. L'un de mes premiers jobs, c'était la responsabilité de la communication d'un aéroport, à savoir l'aéroport de Strasbourg, au moment où il y a eu cet accident, ce qu'on appelle le crash du Mont-Saint-Odile. Donc le crash du Mont-Saint-Odile, voilà, c'était 89 décès, 7 survivants, jeune professionnel chargé de la communication, responsable de la communication de l'aéroport. Autant dire que j'ai rien vu venir et j'ai pas compris grand-chose. Donc en situation de crise, eh bien ma foi, on fait au mieux et on essaye aussi surtout de ne pas reproduire les dysfonctionnements, les erreurs qu'on a pu observer. En tout cas, ça m'a donné une impulsion importante, ça a donné une impulsion vraiment à ma carrière parce que j'ai fait beaucoup de communication de crise après, pas que de crise, aussi de situations sensibles, donc des situations qui sont liées à de l'acceptabilité sociétale, de l'acceptabilité de projets. J'accompagnais des entreprises qui avaient des projets qui pouvaient, le cas échéant, être
soumis à des oppositions de riverains, des difficultés, que ce soit d'ailleurs en tant que consultant. J'ai été consultant longtemps, donc j'avais créé une agence de communication, ou alors du côté de l'entreprise, puisque j'étais aussi directeur de communication dans des entreprises publiques et privées, côté en bourse et puis public, à savoir collectivité, puisque j'ai dirigé la communication de la ville de Strasbourg, voilà, et puis de l'agglomération de l'Eurométropole autour. Donc en fait, des jobs dans lesquels voilà, on est quasiment en crise ou alors potentiel à peu près tous les jours. Et c'est une matière que j'enseigne également dans des écoles supérieures de commerce. Voilà. Voilà pour la présentation. Alors, bon, on ne va pas faire un tour de table à 35 parce qu'on va y passer les 40 minutes. Je vous proposerai voilà, de vous présenter après, peut-être pour les questions. Et voilà, j'ai démarré d'emblée par une petite formule qui fait que, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse aux situations de crise? Et je reprends la formule d'un de mes confrères éminents, qui s'appelle Patrick Lagadec, que vous connaissez peut-être de nom. C'est lui qui a eu cette formule, d'autres l'ont eu aussi, avant ou après, je ne sais pas, mais en tout cas, je lui emprunte et lui rends son intervention. Il y a deux types d'entreprises, celles qui ont connu une crise et celles qui vont en connaître. Ça introduit pas mal, en fait, notre propos d'aujourd'hui, parce que l'une des questions, c'est de savoir, une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est en crise? Sommes-nous en crise? Est-ce que la situation qui se profile à l'horizon ou celle dans laquelle on est déjà plongé, est-ce que c'est une situation de crise ou c'est simplement une situation qui est compliquée avec, ma foi, toute une série d'interventions qui peuvent être liées à cela, qui sont différentes selon le stade de l'événement qu'on est en train de vivre. Et donc, ce que je vous propose de passer en revue pendant cette heure, y compris dans les questions-réponses tout à l'heure, c'est déjà de définir de quoi on parle. Et on ne peut pas parler de crise sans parler de risque, évidemment, puisqu'on va parler de ces trois temps de la communication de crise, avant, pendant et après. Et donc, il y a un travail conséquent à faire avant la crise, apprendre à nager avant de tomber à l'eau. Ça suppose effectivement de procéder à une analyse de risque intelligente et opérationnelle, que vous avez certainement tous fait à des échelles différentes en fonction de votre entreprise, de sa culture, de son activité, et puis de la manière dont vous êtes staffé aussi, hein, parce que ça prend du temps. Je vais vous amener par les questions à se poser, parce que forcément, j'emprunte à Albert Einstein une formule qui met en valeur cette curiosité de la plasticité cérébrale qui m'est chère. Albert Einstein disait, si vous me donnez 1 heure pour sauver le monde, je prendrai 55 minutes pour poser des questions et 5 minutes pour apporter des solutions. Donc, il y a là aussi, en situation de crise, à se poser les bonnes questions, parce qu'on peut se poser les mauvaises questions et donc forcément, ça va générer les mauvaises réponses. On ne peut pas parler de communication de crise sans parler des médias et de l'impact que peuvent avoir les médias. Et puis, je vais terminer sur une petite liste qui n'est pas exhaustive, hein, que je peux compléter en questions-réponses sur les do's et les don'ts. Voilà. Donc, si ce menu vous va, je poursuis et sinon, n'hésitez pas à intervenir aussi si quelque chose n'est pas clair ou si quelque chose vous semble peut-être dissonant par rapport à ce que vous pouvez penser. On est d'accord? On y va? Allez. On y va. Parfait. Alors, oui, risque, crise. Quand êtes-vous en crise? Déjà, on est sur quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on est en crise? L'ensemble des expériences qui sont les miennes et celles de mes confrères montrent que très souvent, à la base d'une crise, il y a un problème de perception. C'est-à-dire, on a des crises qui passent en dessous des radars et on a des chefs d'entreprise qui nous disent si on m'avait dit que j'aurais pu déclencher les choses. Bon. On a aussi des crises qui peuvent apparaître comme étant des situations extrêmement tendues, complexes
voire de crise par certains et pas par d'autres. Exemple, une compagnie aérienne qui n'aurait pas prévu un amérissage ou bien, voire malheureusement pire, un crash avec un accident, donc avec des décès, avec des victimes, c'est une compagnie aérienne qui n'existerait plus. C'est-à-dire que cette situation, elle est certes extrêmement complexe, très regrettable certainement, mais ce n'est pas ce qu'on va pouvoir qualifier de situation de crise, parce qu'en fait, elle n'est pas totalement inattendue. En fait, ce qui définit très souvent la crise, c'est son caractère totalement inattendu. Quand un événement complexe survient, en règle générale, l'entreprise aura prévu toute une série de réponses, de procédures de réponse, ou les aura pas prévues, pas la première fois, mais en fait, les retours d'expérience vont faire que on va éviter de reproduire les mêmes erreurs à défaut de devenir des fautes. Mais l'exemple ici, effectivement, de la compagnie aérienne pourrait être aussi celle d'une entreprise de transport en commun. L'entreprise de transport en commun qui n'aurait pas prévu l'occurrence d'un accident de la circulation n'existerait plus. Hein, c'est pas possible. À l'inverse, le risque serait de sous-évaluer l'impact d'un accident, l'impact sur la santé, l'impact physique, parce que pour les personnes concernées, voire pour l'opinion publique, eh bien, ma foi, un crash d'avion, c'est rien de normal, et heureusement. Des victimes, c'est rien de normal, même si c'est prévu. Voilà, donc il y a le risque aussi, évidemment, de sous-évaluation. Et donc, on a dans ces risques de sous-évaluation également des éléments qui peuvent être extrêmement subjectifs et très contextuels. C'est les photos d'en dessous, c'est-à-dire que autant l'accident, la catastrophe avec une matérialisation évidente apparaît assez rapidement comme étant une situation suffisamment complexe pour être qualifiée de crise, en tout cas pour enclencher les dispositifs de gestion de crise que l'entreprise aura pu mettre en place, prévoir. Autant on est en dessous sur les questions, par exemple, de harcèlement au travail, harcèlement sexuel, par exemple, de comportement, toute la dimension éthique est beaucoup plus complexe à qualifier. Est-ce qu'on est dans une situation de crise? Est-ce qu'on est dans une situation qui ne l'est pas? Voilà, on est très souvent là dans une zone grise. Hein. Quand on est dans une zone noire ou blanche, c'est relativement, j'allais dire, simple parce qu'il s'agit de, à ce moment-là, déployer ce qu'on a prévu. Les difficultés, elles se posent entre les deux. Et entre les deux, sont des situations qui sont très souvent liées à des contextes. Il y a une quinzaine d'années, nous autres ne pouvions pas intervenir sur une entreprise qui, par exemple, était pourvue de tours aéro-réfrigérantes sans intégrer le risque lié à la légionellose. Hein. Voilà, il y a des risques qui aujourd'hui sont d'une part mieux maîtrisés par l'industrie, mais qui ne sont plus non plus contextuels aujourd'hui, notamment tout ce qui peut être lié bien sûr à la sûreté dans l'entreprise, depuis que nous sommes en Vigipirate, écarlate, etc., le risque terroriste, le risque d'intrusion informatique, le risque éthique et moral, et particulièrement et contextuellement passer en montée de quelques crans dans la perception de l'opinion publique. Donc, crise ou pas crise, ce que ça nécessite dans un premier temps, c'est qu'au sein d'une même entreprise, c'est qu'il faut s'organiser, il faut acculturer, c'est-à-dire qu'il faut partager une culture de la crise. Et en l'occurrence, on ne fera jamais assez d'exercices sur cette question-là. Et partager avec un comité de direction sur un certain nombre de scénarios qui peuvent être très simples, simplement pour savoir si on a tous la même perception de l'événement, c'est déjà un pas important que l'on fait dans un dispositif de gestion de crise. Et on est tous pareils, c'est-à-dire que forcément, ceci est lié à nos biais, les biais cognitifs, les biais perceptifs. Voilà, je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus, mais 10 personnes autour de la table vont interpréter la crise ou l'événement de 10 manières différentes.
Un rapide rappel sur cette relation entre le risque et la crise. On est évidemment, bon, des choses que vous connaissez certainement par cœur, l'aléa, qui présente un danger avec un enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, ben, voilà, l'aléa reste un aléa qu'on gère, mais il y a un enjeu. Et là, on est sur un risque. D'accord? Donc, un morceau de falaise qui tombe sur un enjeu, c'est-à-dire sur un village, là, on est fondamentalement sur un risque. Et quand est-ce qu'on on aborde cette notion de crise? Eh bien, évidemment, quand on parle de la notion potentielle, d'ailleurs, le risque est potentiel, mais c'est bien celui-ci qui peut être étudié en amont, dans cette fameuse phase avant la crise. Quand celui-ci intervient, quand il y a un impact, on est dans une réalité, il y a un événement. Cet événement, comme je l'évoquais en introduction, n'est pas forcément une crise, c'est-à-dire que si on a prévu cet événement, qu'on a les réponses, les services de sécurité, les services de pompiers, le SAMU, etc., ils sont en crise, ils seraient en crise H24, or ils ne sont pas en crise, ils sont dans des situations complexes qui pour nous apparaissent comme des situations de crise parce que nous ne les avons pas forcément prévues dans nos propres déroulements quotidiens, heureusement. Par contre, on rentre dans une crise quand on est dans le trop, c'est-à-dire quand la situation devient trop complexe et avec une pression de temps importante, c'est-à-dire trop urgente. Donc, l'élément fondamental en amont, avant la crise, c'est évidemment ce mapping des risques. Je ne sais pas si, on pourra y revenir tout à l'heure, si vous avez tous intégré cette notion de mapping des risques, mais là, encore une fois, le mapping des risques doit dépasser la dimension purement matérielle. On parle d'enjeux, la question c'est de savoir de quels enjeux on parle. Donc, il y a cette échelle de criticité, c'est-à-dire quels sont les enjeux pour l'entreprise. L'événement qui est en train de se dérouler, que ce soit un événement accidentel, incidentel, que ce soit en l'occurrence un problème machine, un retrait de produit, une catastrophe naturelle, un bad buzz sur Internet, une accusation, un lanceur d'alerte qui remue les médias sur un point d'actualité. Ben, est-ce qu'il y a des enjeux matériels? Est-ce que ce sont des enjeux financiers? Est-ce que l'enjeu, il est sur la marque employeur, sur la capacité à rester attractif pour les talents que je veux conserver et ceux que je veux attirer demain dans mon entreprise, cette intelligence dont j'ai besoin? Est-ce que ce sont des enjeux commerciaux? Et voilà, où est-ce que je mets le curseur? Donc cette notion effectivement d'enjeu est un des éléments évidents, rationnels, pour apprécier cette échelle de criticité. L'autre évident aussi, c'est la notion de temps, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un enjeu à court, à moyen ou à long terme. Et le troisième, c'est bien entendu cette notion de gravité. Voilà, il peut y avoir des enjeux qui peuvent être urgents, mais pas forcément très graves, moyennement graves ou alors très très graves. Donc ça, ce sont trois éléments de criticité qui vous donneront peut-être le sentiment que j'enfonce des portes ouvertes. Il s'agit parfois de se le rappeler, mais on est sur des critères relativement évidents. Celui qui très souvent manque et qui est au cœur de notre discussion du jour, c'est l'enjeu d'image, c'est-à-dire celui qui est lié à votre réputation. Et comme vous le savez, votre réputation vous précède. Il y a beaucoup d'éléments qui sont dans notre langage. Notre réputation nous précède. Et donc, le risque image, c'est l'atteinte à la réputation. Vous savez qu'une réputation met des années à être construite parce que dans réputation, il y a cette dimension de confiance. La réputation est liée aussi à la confiance, quand elle est bonne, cette réputation, bien entendu. Et cette réputation, elle a un impact interne et externe. Donc, la réputation de l'entreprise, son image de marque. Et donc, ça, c'est un critère sur lequel on se dit, mais quelle est l'échelle de criticité? Comment je fais mon analyse de valeur sur un événement qui est en train de se dérouler et l'impact possible sur ma réputation? Donc, là, j'aimerais juste une petite interaction. À votre avis, quel est l'élément sur lequel l'entreprise est durablement jugée par l'ensemble de ses parties prenantes et l'opinion publique? Quel est l'élément qui a forcément un impact sur sa réputation, quelles que soient ses parties prenantes et quelle que soit l'opinion publique autour d'elle? Qui a une idée là-dessus?
Quels critères vous citeriez? Ça peut être oral, hein? Vous pouvez rallumer vos micros hein, si vous voulez répondre. Ouais, comme ça me permet de voir qu'il y a quelqu'un en face de moi, c'est sympa. À votre avis, qui se lance? Ces résultats? Les résultats, lesquels? Financiers? Ok, c'est une réponse. Qui a une autre réponse à proposer? La fiabilité de l'information donnée. La qualité et la réactivité? Alors, j'ai pas entendu le monsieur avant qui disait La fiabilité de l'information donnée. la fiabilité de l'information donnée. Ok. Et vous disiez la qualité aussi? La qualité de l'information ou du produit qu'on vend et La qualité du produit. notre réactivité. En fait, en matière d'image et de réputation, c'est pas la qualité des produits, c'est pas les résultats financiers, c'est la façon dont l'entreprise assume ses responsabilités morales dans son environnement. La façon dont l'entreprise globalement se comporte. Alors, dans la fiabilité de l'information, il y a de cela. C'est-à-dire, évidemment, une entreprise qui proférerait des mensonges perd la confiance et donc serait durablement mal jugée. Et je parle vraiment de durablement. Quand une entreprise pétrolière subit une avarie en mer et déclenche avec un cargo une marée noire, elle n'est pas jugée sur le fait d'avoir éventuellement heurté un iceberg, elle est jugée sur la façon d'assumer sa responsabilité dans cet accident, d'assumer sa responsabilité morale, c'est-à-dire sur le plan de la reconstruction, du nettoyage, de l'indemnisation, mais également sur le plan de sa communication, y compris dans les premiers instants. Comment les porte-paroles de l'entreprise s'expriment face à cet accident. Et cette responsabilité morale, elle suit bien entendu un contexte culturel, parce que c'est la façon dont l'entreprise assume sa responsabilité morale dans son environnement, et son environnement culturel également, puisqu'il y a des traits de culture qui font qu'il y a des points de moralité qui sont plus importants dans certaines parties du globe que d'autres. Faire travailler des jeunes de moins de 15 ans n'a pas le même poids moral que l'on soit en Europe ou dans d'autres parties du monde, etc., etc. Ceci dit, malgré cela, quelle que soit la culture, quel que soit l'endroit du monde, il y a une hiérarchie universelle des risques. Est-ce que quelqu'un a une idée de cette hiérarchie universelle des risques? C'est-à-dire que, quelle que soit la culture, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, l'état de richesse, etc., on arrive toujours sur les trois mêmes critères de jugement moral. On appelle la hiérarchie universelle des risques ou que certains peuvent appeler la trilogie de l'impact. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non? Alors je poursuis, je ne lis pas les messages. Alors, la hiérarchie universelle des risques, ils sont au nombre de 3. Donc la question c'est quel est l'ordre d'impact dans l'ordre décroissant? Qu'est-ce qui va impacter le plus d'abord? Donc, qu'est-ce qui va impacter le plus? C'est la dimension humaine, le rapport à la santé et au vivant. C'est-à-dire que la question qu'il faut se poser dans un premier temps, c'est est-ce que l'événement qu'on nous annonce ou que nous vivons présente un risque ou a un impact sur l'humain, sur le vivant? Déclinaison faite de la santé aussi. Premier élément. Deuxième élément, l'environnement. Est-ce que l'événement en question présente un risque ou a déjà un impact sur l'environnement? L'environnement au sens nature, mais aussi l'environnement au sens social du terme. Et dans la nature, on a encore une fois une hiérarchie, puisqu'entre les trois éléments de la nature, entre l'air, la terre et l'eau, nous avons également cette hiérarchie universelle qui commence par l'air. Une pollution de l'air
va impacter plus qu'une pollution de l'eau, qui va impacter plus qu'une pollution de la terre. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, on active les centres de la peur. On active globalement chez tous les humains l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, il est en alerte continuelle sur l'ensemble des menaces. Et la menace la plus complexe, c'est celle que je ne peux pas voir, et l'air en l'occurrence. Parce que lequel de ces trois éléments ne peut pas nous faire défaut? C'est l'air. On ne peut pas vivre sans respirer, jamais. Ensuite, on ne peut pas vivre sans eau. Mais si on ne respire pas, l'eau n'a même pas voix au chapitre. Et ensuite, effectivement, c'est la terre. Et d'ailleurs, l'air, on ne voit pas une pollution, pas forcément. Parce que dans l'air, ça peut être une pollution sanitaire, ça peut être une pollution chimique, ça peut être une pollution biologique qu'on ne voit pas. Or, on respire tous l'air et il n'est pas forcément identifié. L'eau peut éventuellement être circonscrite à une rivière, à une nappe phréatique donnée, et donc on peut éventuellement récupérer de l'eau par ailleurs. Et la terre peut encore se circonscrire de manière plus évidente. Donc, moins il y a de capacité de contrôle, plus le cerveau est en alerte et en menace, plus, eh bien, ma foi, il va être sensible à l'impact d'un événement. Donc, 1, est-ce que cet événement présente un risque ou a un impact humain? 2, est-ce que cet événement a un impact ou présente un risque sur le plan de l'environnement? Et seulement 3, la dimension matérielle. Quand bien même je suis patron d'une business unit et que je viens en l'occurrence de perdre un hangar avec 30% de mon chiffre d'affaires, mon stock que j'avais prévu notamment pour Noël qui réalise 30% de mon chiffre d'affaires, je peux être obnubilé par cet enjeu-là. Et dans une situation de crise qui est donc trop complexe et trop urgente, ce qui se passe en moi, dirigeant et donc humain, eh bien c'est une situation de stress. Et dans le stress, je peux complètement perturber mon jugement. Et il n'est pas rare d'avoir effectivement des expressions malheureuses qui, par exemple, sur une interview, vont commencer par dire, eh bien dans cet accident, il est terrible cet accident dont nous venons d'être victimes parce qu'il représente une perte sèche de 100 millions d'euros, 30% de notre chiffre d'affaires. L'entreprise, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire vivre cette entreprise dans 3 mois. En intervenant sur l'incendie, les pompiers grâce à eux, ont permis de maîtriser l'incendie, mais ils ont utilisé des produits chimiques qui, se mélangeant à l'eau, sont allés dans la rivière d'à côté, ce qui explique quelques milliers de poissons le ventre à l'air. Et malheureusement, dans cet accident, dans ce terrible accident, nous avons perdu 3 collaborateurs. Donc, ce que je viens de faire, c'est exactement, évidemment, l'inverse de ce qu'il faut faire. Or, les situations de stress peuvent amener quelqu'un, à un moment donné, à complètement perturber sa hauteur de vue et son jugement. Donc, la trilogie de l'impact ou la règle universelle de l'impact, c'est dans les choix qui sont faits par l'entreprise, mais aussi dans sa communication, toujours respecter cet ordre-là. L'humain, l'environnement et ensuite le matériel. Vous êtes toujours avec moi? Oui, Patrice. Et on avait raté 2 réponses dans le chat à votre question précédente, on s'en excuse. À votre question sur la réputation de l'entreprise, quelqu'un avait répondu le service client et une autre personne son mode de communication. D'accord. Ok, merci. Oui, tout ça, ça en fait partie, mais encore une fois, au final, l'image résiduelle, c'est la façon dont l'entreprise assume sa responsabilité morale dans son environnement. Et retenez effectivement que la moralité, elle est culturelle, mais il y a une moralité universelle qui est celle que je viens de vous présenter. Alors, le rôle des médias. On ne peut pas parler de communication de crise sans parler des médias. 2 choses importantes, l'urgence et l'impact. Petit exemple d'un incident que nous avons eu à gérer sur l'explosion d'un silo à grains au port, dans un port fluvial, 2e port fluvial de France. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? 2 supports de presse différents, voilà, 4 blessés, explosion, une photo avec évidemment la fumée noire. À côté de ça, vous voyez un autre article
je lis les titres parce que vous ne pouvez peut-être pas forcément les voir partout. Une boule de feu, donc l'explosion d'un silo. Le silo n'était pas plein, une mobilisation d'ampleur. Bon, on est dans une relation d'impact, mais aussi d'urgence. Ça, c'est les premiers temps. Et ensuite, on en vient le jour d'après, ou à droite, quelques semaines après, 3 semaines après, à d'autres phases. C'est-à-dire qu'il y a le jour de l'événement et puis il y a ce qui suit. Parce que mon journal sort tous les jours quand il est imprimé, il sort même tous les quarts d'heure par le Web First, parce que même les journaux imprimés sont à peu près tous passés en Web First maintenant, c'est-à-dire qu'ils privilégient l'information sur le web, sur l'Internet, avant le document imprimé. Et donc, on voit après un historique. En 91, une explosion meurtrière. Et puis, on voit quelqu'un qui est interviewé. Cela ne devrait plus se reproduire, etc. Bon. Un autre support qui, voilà, 3 semaines après, ressort encore des blessés. 2 blessés encore hospitalisés 3 semaines après. Donc, il y a à la fois cette notion d'urgence et cette notion d'impact. Et vous entendez là-dedans que l'impact essentiel, le premier, c'est évidemment l'impact universel du vivant. Et dans les articles, évidemment, le deuxième élément d'information qui est exploité, c'est celui de la pollution autour ou du risque environnemental. Le coût pour cette coopérative, l'impact matériel, on en parle très très peu à ce stade. Parce que ça n'intéresse pas grand monde, à part l'entreprise et son assurance. C'est un exemple. Je les commenterai après en question si vous voulez, parce que je pense que si on fait des questions maintenant, on risque de ne pas tenir le timing, si vous êtes d'accord. Un deuxième exemple qui met en exergue la notion de contexte et la notion de préparation. Le premier exemple, c'est un accident. Un accident, ce n'est pas prévu, il y a quelque chose qui survient. Et ce que je peux peut-être ajouter sur l'accident, c'est un conseil que je vous donne, c'est que dans votre dispositif de gestion de crise, prévoyez une ressource qui va pouvoir coordonner l'action des pompiers. Et dans l'action des pompiers, il y a l'action qui consiste à éteindre le feu ou à intervenir matériellement, mais il y a aussi, une communication. À partir d'une certaine ampleur, l'équipe de pompiers qui arrive sur place, la caserne de pompiers qui arrive sur place, va dépêcher un officier de communication. Ceux d'entre vous qui ont pu gérer peut-être des situations de ce type-là ont vu assez rapidement que les pompiers, comme les gendarmes, ils sont structurés. Ils ont un porte-parole, ils ont un officier de communication qui en général est identifié avec un brassard et vers lesquels les journalistes se ruent pour avoir les premières déclarations. Donc très souvent, ça va être un tiers et non pas l'entreprise qui va prendre la parole. Et donc, si on veut se coordonner à minima avec ce qui va être dit, parce que les premiers mots vont donner le là de la communication, eh bien, il va falloir prévoir dans son dispositif de gestion de crise de détacher à un moment donné, dans sa cellule de crise, détacher une ressource qui va pouvoir être en charge de la relation, de la coordination, non pas sur le plan opérationnel, mais sur le plan de la communication avec les pompiers. Souvenez-vous de Lubrizol, il n'y a pas très longtemps, où on a à un moment donné un porte-parole de la préfecture qui dit qu'il y a bien de la fumée qui dégage de l'usine, mais cette fumée, elle n'est pas toxique. Et l'information était sincère. Mais le problème, c'est qu'en parallèle, il y a un officier de pompiers qui disait que toute fumée est toxique. Et il a raison aussi. Le problème, c'est que l'opinion publique, qui est très en alerte par son instinct de survie, va toujours entendre d'abord ce qui est le plus dangereux. C'est-à-dire que ça, c'est notre réflexe de survie qui fonctionne ainsi pour tout le monde et qui fait que, eh bien, ma foi, en plus, l'uniforme, la crédibilité de l'uniforme, l'officier, pardonnez-moi, des pompiers qui dit toute fumée est toxique. Et on assiste ensuite d'ailleurs à une crise qui devient non plus une crise
d'une crise matérielle, une crise de maîtrise d'un accident potentiellement polluant, etc. Mais ça devient une crise de communication, à savoir l'État prend les habitants pour des enfants, on nous cache tout, on nous dit rien, etc. Vous voyez? Donc, dans une situation accidentelle, très important de pouvoir disposer d'une ressource qui va permettre de se coordonner avec l'officier de communication. Il dira ce qu'il veut dire, sauf qu'il n'a pas forcément toutes les informations requises sur l'entreprise et vous pouvez, à minima, minimiser les risques de dérive. Quand je fais des média trainings, je commence en général à baisser la pression de mes interlocuteurs, de mes stagiaires, en disant « Personne ne peut être tenu responsable de ce qu'un journaliste va faire des propos qu'il va lui tenir. Personne. Par contre, ce qu'on peut faire par une bonne préparation, c'est minimiser les risques de dérive. Et dans une situation de crise, je peux vous assurer que c'est fondamentalement ce que l'on cherche à faire. Deuxième exemple, le contexte et la préparation. Là, j'ai pris un autre exemple qui est en fait un exemple de restructuration. Malheureusement, une entreprise qui a dû annoncer une réduction d'effectifs assez drastique. Je pense que les temps que nous vivons aujourd'hui font que la thématique est particulièrement d'actualité, ou va l'être, en France, en Europe, partout dans le monde. Pourquoi je vous parle du contexte et de la préparation? Ici, en fait, on a un premier, vous ne pouvez pas le lire, mais dans cet article qui n'a rien à voir avec cet événement, on a un syndicat qui, dans une communication sur l'installation de son nouveau bureau, commence à égrener un certain nombre de sujets qui, selon ce syndicat, ne vont pas tarder à apparaître. Donc, et dans ce sujet apparaît en l'occurrence, effectivement, entre guillemets, on s'inquiète également pour l'emploi chez X, etc. Et là, on est au mois de juillet. On est au mois de juillet. On a ensuite un contexte qui fait que le client en question étant l'entreprise, étant un sous-traitant du secteur automobile, eh bien, ma foi, je ne vous apprendrai rien, j'imagine. Le secteur automobile a été et continue à être extrêmement challengé, notamment tout ce qui tourne autour de la production des moteurs thermiques. Et donc, on a un contexte qui fait que de plus en plus d'industriels vont malheureusement devoir annoncer des plans drastiques de réduction d'effectifs, de réduction de ressources, etc. On a donc un contexte qui est à la fois une alerte en disant « Oh là là, mais ça va nous tomber dessus », mais qui en même temps va amortir un petit peu le choc d'une énième annonce. Donc, on a droit quand même effectivement à un petit encadré en une dans un journal local et un article déployé, mais sur des départs, voilà, des départs volontaires. Et ceux parmi vous qui sont soit des RH, en tout cas, ou patrons d'entreprise, ou en tout cas cadres dirigeants, peuvent apprécier la nuance dans le titre. Quand on se retrouve un matin avec un titre du type 215 départs volontaires, c'est pas pareil que licencie 215 personnes. D'autant que beaucoup de journalistes ne font pas de détails entre les deux événements qui, on le sait bien, vous et moi, sur le plan administratif, n'ont rien à voir. Mais pourquoi je vous parle de cela? Parce que d'une part, ici, on a un contexte qui est un contexte qui permet finalement un petit peu, entre guillemets, de banaliser une situation, donc de diminuer un petit peu l'impact. Il y a moins cet effet de surprise. Et je vous parle de préparation parce que, en l'occurrence ici, on pourra en parler dans les questions-réponses, mais on a eu une approche, on a travaillé les médias très en amont, avant les annonces. Et je vous parle d'un groupe qui dépend d'une structure internationale, donc avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir à ce que tout ceci soit synchrone et que tout le monde soit en accord sur la façon de communiquer et qui communique, etc. Ce que je dois vous dire sur les médias, c'est qu'en situation de crise, surtout quand il s'agit d'un accident, c'est une crise partagée, c'est-à-dire que les journalistes sont aussi en crise. Un journaliste le matin un journaliste correspondant d'une chaîne de télé à 8 heures
à 8 heures, il ne sait pas encore ce qu'il doit rendre à midi, par exemple. Donc, ils sont également en crise. Je vais aller assez rapidement sur la suite parce que je crois qu'on commence à atteindre le timing. Ce que je vais vous proposer, c'est de passer rapidement en revue sur les facteurs aggravants et je vais revenir dessus après en questions-réponses. Est-ce que, Karine ou Tiffaine, il me reste combien de temps, pardon? 5 minutes. OK. Donc, je vais vous proposer de revenir sur les facteurs aggravants pour aller directement aux do's et don'ts. Et puis, je vais répondre à vos questions sur les facteurs aggravants. Et notamment sur un facteur aggravant qui est la notoriété. Plus vous êtes connu, plus vous êtes exposé, la réputation, l'absence d'actualité et l'identification. L'identification, c'est ce qu'on appelle le principe d'exposition confirmante. Sur le principe du réflexe de survie va faire qu'on va beaucoup plus s'intéresser à quelque chose qui nous paraît proche, à quoi on peut s'identifier, qu'à quelque chose qui est lointain. C'est ce que dans les écoles de journalisme, on appelle la loi du mort au kilomètre. Un mort à 1 kilomètre m'impactera plus que 1000 morts à 1000 kilomètres. C'est une synthèse, mais c'est relativement vérifié dans toutes les situations que nous connaissons. Alors, les expériences. Ce qu'il faut intégrer, c'est que le retour d'expérience nous montre que nous avons 3 temps. Ces 3 temps sur le plan médiatique, c'est dans un premier temps le temps de l'émotion, toujours. De la fumée, des victimes, des blessés, etc. Suite ensuite, un temps de polémique. C'est la faute à qui? On va chercher des responsables. Et cette phase-là, elle dure beaucoup plus longtemps. Et ce que dans un troisième temps, qu'on va entrer peut-être dans une phase d'analyse, de compréhension de ce qui s'est passé. Pas toujours sur les mêmes médias, mais en tout cas, pas avec la même ampleur d'information. Donc, quand il y a l'émotion, en règle générale, c'est la radio, c'est la télé, c'est Internet, enfin, c'est les réseaux sociaux. On veut du son, on veut de l'image, on veut du témoignage. On va rapidement chercher à qui la faute et peut-être que derrière, on va rentrer dans une phase d'analyse, mais c'est bien sur cette phase d'analyse qu'il faut faire un travail de communication. Combien de temps? Un certain temps, comme disait Fernand Reynaud. Qu'est-ce qu'on en retire encore? Ce n'est pas la vérité qui compte, mais c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est-à-dire que ici, je prends l'exemple des ondes, des effets des ondes. J'ai animé un jour une réunion publique dans laquelle quelqu'un se plaignait de maux de tête depuis que sur l'immeuble en face, on avait installé un relais téléphonique. Or, au moment où se tenait la réunion, le dit relais n'était toujours pas branché, par exemple. Or, il y avait une véritable souffrance, une véritable manifestation psychosomatique. Les associations d'idées font que quand vous sortez un panache de vapeur d'une tour aéro-réfrigérante d'une centrale nucléaire, eh bien, il faut partir du principe qu'on puisse penser que le produit qui en sort puisse être éventuellement radioactif. C'est comme ça, c'est une base de communication. La dimension médiatique amplifie évidemment la crise d'image. Je ne vous apprends rien. Ça reste encore un élément puissant. Les réseaux sociaux ont considérablement fait évoluer la médiatisation. Ça concentre, ça rend beaucoup plus rapide, c'est hyper réactif. Et surtout, il y a toute une série d'effets sur la prolongation ou le rebond. Alors d'une part, on est en direct parce que le média aujourd'hui concurrent des journalistes, ce n'est pas le concurrent, c'est ça. C'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, c'est Twitter. Twitter qui est aujourd'hui, toujours encore, le premier déclencheur de bad buzz sur Internet. Les usages malveillants, les fakes, les infox, évidemment. Donc, en l'occurrence, les réseaux sociaux ont considérablement accéléré le processus de médiatisation. Je ne parle pas de la prolongation avec les effets plus ou moins humoristiques que vous trouvez toujours encore sur Internet des mois et des années après. Alors, est-ce qu'on peut éviter une crise d'image? On peut se cacher, on peut brûler un cierge, une médiatisation. Aujourd'hui, évidemment, c'est un vœu pieux, surtout à l'idée. Mais il y a une question essentielle qu'il faut retenir. La question que se pose le communicant en situation de crise, c'est une question majeure. Avec quelle image sommes-nous prêts à vivre après l'événement? Et sommes-nous prêts à vivre, c'est-à-dire sur le plan de la responsabilité morale
sur laquelle nous allons être jugés. Et donc, les choix de communication qui sont faits, y aller, ne pas y aller, dire jusqu'à où on donne l'information, à partir de quand on la donne, etc., répondent à une question essentielle: avec quelle image sommes-nous prêts à vivre après l'événement? Les principes majeurs, donc vous comprenez que surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la réactivité est extrêmement importante. Cette réactivité, on la gagne avant. La guerre se gagne en temps de paix. Sun Tzu. Donc c'est avant, en termes de préparation, que l'on peut augmenter sa réactivité, en préparant les fichiers, en préparant les abacs de communiqués de presse, en identifiant les endroits où on va pouvoir trouver l'argumentation, en préparant des questions-réponses. La transparence, on n'est pas obligé de tout dire tout le temps, à n'importe quel moment, mais en tout cas, on ne ment pas. La cohérence avec les valeurs, on ne peut pas raconter tout pendant des années qu'on est sur un acteur du commerce équitable et qu'à un moment donné, ne taire une dérive éthique, par exemple. C'est incohérent. La responsabilité, c'est aussi de prendre la main, c'est-à-dire prendre l'initiative d'une communication. C'est souvent la question qui se pose. Quand est-ce qu'il faut y aller? Quand est-ce qu'on attend d'être sollicité? Eh bien, retenez en fait cette trilogie de l'impact. Quand il y a un risque ou un impact humain, on ne vous pardonnera pas de ne pas l'avoir dit. Quand il y a un risque important ou un impact important dans l'environnement, on ne vous pardonnera pas de l'avoir dit. Sur le plan matériel, c'est une autre question. La question du réalisme, c'est simplement accepter que ce n'est pas la réalité qui compte, mais c'est l'idée que l'opinion publique s'en fait. Et la rigueur, on ne communique que ses propres informations. Ne reprenez jamais une information d'un tract, d'une émission de télé, d'une autre communication. Vous ouvrez votre propre canal de communication et vous ne communiquez uniquement sur l'information que vous êtes en mesure d'assumer vous-même. Et la considération pour l'interne, n'oubliez pas l'interne. L'information en interne permet d'une part de recouvrer une activité un peu plus rapidement, c'est une question de motivation, et personnellement, je préfère avoir à la sortie de l'usine des collaborateurs qui disent écoutez, voilà ce que la direction nous a distribué comme document un peu rapidement, plutôt que d'avoir des gens qui vous disent de toute façon, il fallait que ça arrive, on nous cache tout, on nous dit rien, etc. La considération pour l'interne est un élément important parce que dans l'immense majorité des cas, les employés sont fiers, ont une fierté d'appartenance à l'entreprise. Et ils sont prêts d'ailleurs à défendre l'entreprise. D'ailleurs, à ce titre-là, ça peut conduire à des dérives. Faites attention aux réseaux sociaux. Ne lâchez pas les gens dans leurs initiatives personnelles en disant allez-y sur vos comptes Facebook personnels, etc., défendez l'entreprise. Parce que vous mettez le doigt dans un engrenage que vous n'allez plus pouvoir maîtriser. La règle, c'est prendre et ouvrir son propre canal de communication. On peut revenir après sur quelques aspects tactiques dans les questions-réponses si vous voulez. C'est un communicant qui vous le dit, l'efficacité en communication de crise, ce n'est pas la qualité du message, c'est d'abord le dispositif. Est-ce que je suis suffisamment réactif? Est-ce que j'ai prévu les ressources qui vont bien? Est-ce que j'ai décidé de mes porte-paroles? Est-ce qu'ils sont formés, mes porte-paroles? Est-ce que j'ai fait des exercices effectivement avant? Est-ce que j'ai une ressource pour aller voir l'officier des pompiers? Est-ce que j'ai mes fichiers de journalistes et de parties prenantes qui sont à jour? Ou est-ce que c'est le dernier stagiaire de l'été 2012 qui s'est collé au travail et donc je n'utiliserai pas ces fichiers? Donc le dispositif, il se prépare. Et c'est 80% de l'efficacité, c'est vraiment le dispositif. Donc organisation, les outils de base, les éléments de langage, des bases de communiqué qui peuvent être prêtes. Vous pouvez préparer effectivement le modèle du communiqué sur le plan graphique avec les 3 petites lignes qui expliquent votre métier. Et ensuite, évidemment, on va actualiser ce document, mais vous gagnez déjà un quart d'heure. Et un quart d'heure, quand il y a le feu, c'est énorme. Et surtout, ça enlève du stress. Et comme la guerre se gagne en temps de paix, je ne peux que vous encourager à la préparation. Donc, les retours d'expérience, le média training, c'est indispensable. On n'envoie pas n'importe qui face à des écrans, face à des journalistes. C'est un job et ce n'est pas un job auquel on s'attend
tous les matins quand on va au boulot, dans sa fonction de DRH, dans sa fonction de directeur commercial, dans sa fonction de DG. On est d'abord là pour faire tourner une boutique et créer de la valeur. Donc, il y a un apprentissage à faire. Et puis, faites des exercices. Faites-en au moins un par an sur un exercice incendie obligatoire, par exemple. Rajoutez un petit événement qui peut, à un moment donné, chatouiller l'image de l'entreprise pour voir comment vous réagissez. Et donc, je finis sur les quelques do's et don'ts. Je ne reviens pas sur la préparation amont, qui permet de gagner ce temps qui est essentiel. C'est la formule des pompiers, à 1 seconde un verre d'eau, 1 minute un camion, 10 minutes une caserne. La règle universelle de l'impact, l'humain, l'environnement et le matériel dans un troisième temps. Dans la gestion des journalistes, ils font leur travail, faites le vôtre. Les journalistes ne sont pas vos ennemis, mais ils ne sont pas vos amis non plus. Ce n'est pas une conversation entre potes, hein, une interview. Diffusez votre propre information, ouvrez votre propre canal d'information. Et la réactivité dont on parle là dans le temps, qui est clé, la réactivité doit vous permettre d'ouvrir très rapidement votre canal de communication en disant voilà qui va prendre la parole, voilà le canal de l'entreprise. Pensez aussi effectivement à cette question fondamentale, avec quelle image vous voulez vivre après l'entreprise. Vous savez, c'est un peu le truc des 3-10 face à une décision, des alternatives. Qu'est-ce que je vais en penser dans 10 minutes? Qu'est-ce que je vais en penser dans 10 mois? Dans l'entreprise, on ne va pas dire dans 10 ans, mais qu'est-ce que je vais en penser dans 2 ans? C'est un élément qui peut changer un peu le paradigme du logiciel au moment où il s'agit de prendre des décisions, et notamment de décider de communiquer ou pas, et des contenus qu'on va communiquer. Et sur les réseaux sociaux, ne les combattez pas, mais utilisez-les. On peut rentrer dans le détail dans les questions-réponses. Voilà, je pense avoir un petit peu dépassé mes 40 minutes, mais je suis peut-être allé un petit peu rapidement sur la fin, mais voilà, je parle de crise, mais c'est pour préserver en fait un monde qui est a wonderful world, comme l'évoquait Armstrong, et j'aimais bien cette image qui vous parle, qui est un peu moins exotique pour vous que pour moi, donc je me fais plaisir aussi en projetant cette image. À vos questions, voilà, merci à vous. Merci, Cécile. Patrice. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser dans le chat, ou pour ceux qui veulent allumer votre micro et poser votre question directement. Ou si certaines personnes ont des réactions par rapport à la présentation de Patrice. J'ai dû faire court sur tel ou tel aspect qui peut peut-être vous intéresser particulièrement, donc le temps est ouvert pour cela maintenant. Je vois qu'il y a pas mal de discussions apparemment. Avez-vous peut-être enregistré des questions dans le chat? Donc, il n'y a pas de question au niveau du chat, mais si quelqu'un veut, ouvrir son micro pour poser la question, il n'y a pas de souci. Allez, je me lance. Bonsoir. Pardonnez-moi, madame, est-ce que je peux vous demander juste d'activer votre caméra, que je vois qui me parle, si elle fonctionne? Alors là, elle est activée. Voilà, je suis un petit peu dans l'ombre. Voilà, donc Juliette Chambégon. Voilà, super, merci. Alors, bien. c'était plus une réflexion. Oui. Bon, c'est intéressant. Il y a surtout votre diapo de la fin là, qui résume bien ce qu'il faut retenir. Je pense que le problème dans les petites structures, enfin nos petites structures, c'est vraiment ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'anticipation et dédier une personne à réfléchir à tous ces problèmes.
on est bien souvent la tête dans le guidon et c'est un peu, enfin, je ne sais pas si c'est superstitieux, mais penser à la crise et donner du temps à quelqu'un pour réfléchir, et ben, on se dit on va peut-être attirer le mauvais œil dessus. Donc, j'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps de se préparer, en fait. Ouais, il y a un écho. Oui, bien entendu, mais pardon, voilà, j'ai mis mes écouteurs pour mieux vous entendre. Oui, évidemment, la question du temps est liée aux enjeux, c'est-à-dire que je pense que vous avez un moyen d'avancer sur la question, déjà en faisant une analyse de risque en amont et en vous concentrant sur les risques les plus évidents, c'est-à-dire ceux qui vous donnent effectivement le sentiment d'être le plus productif, le plus efficient. Parce qu'on peut passer sa vie à essayer d'analyser les risques. Par contre, en fonction des enjeux, il peut être malgré tout utile de se préparer à quelques risques vraiment. Alors, il y a les risques universels, mais quelques risques qui sont vraiment spécifiques à votre activité. Et ceux-ci, ils peuvent évoluer contextuellement, bien entendu. Mais sans même faire ce travail, il ne s'agit pas de monter des usines à gaz, mais si en l'occurrence, à un moment donné, vous pouvez vous donner un peu de temps pour alimenter, ou ne serait-ce que documenter les argumentaires, savoir où ils sont les argumentaires. Si on a un souci sur un produit, si on a un souci sur un problème de climat social, si on a à un moment donné un problème de harcèlement sur le lieu du travail ou d'accident du travail, où est-ce que je vais trouver l'information, où est-ce que je peux trouver du temps, où est-ce que je peux gagner du temps. Et donc, je pense qu'il y a une petite discipline à un moment donné à avoir qui permet au minimum d'identifier les sources de gains de temps quand il va falloir être réactif. Après, il n'est pas interdit de vous faire accompagner, bien entendu, par des gens qui pourront vous aider à gagner ce temps sur le plan matériel, sur le plan effectivement de la réalisation des contenus, mais ils ne connaîtront jamais l'entreprise comme vous-même. Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est à minima de se faire une fiche A4 qui reprend les trois principes, les trois critères d'importance que vous avez dit, c'est-à-dire l'humain, l'environnement et ensuite le matériel pour savoir communiquer sur quoi en premier. Et puis aussi à minima avoir cette liste des parties prenantes prête pour pas avoir à chercher au moment donné. Et dans les parties prenantes, moi, je mettrais ce que vous venez de dire, c'est-à-dire savoir à qui poser une question, avoir une réponse rapidement, parce que dans la panique, voilà, un cas, comme vous dites, n'importe quoi, de harcèlement, quelque chose comme ça, le bon interlocuteur qui peut tout de suite nous renseigner. Donc, à mon avis, ça peut être assez rapide à faire et puis à mettre une fois par an à jour. Une petite fiche A4 à minima, quoi. Et après, bon, c'est sûr, l'analyse de risque, c'est intéressant à faire, mais c'est chronophage, ça demande de la ressource, mais c'est intéressant. C'est dans la to-do list. C'est une question d'enjeu, bien entendu, mais à minima, si vous faites ce que vous évoquez, c'est-à-dire très souvent, il y a des personnes qui sont en charge sans avoir forcément une responsable qualité, mais des personnes qui sont en charge de la qualité des process, etc. Ils ont une habitude également de documentation, comment dire, de discipline, d'hygiène, de renouvellement, d'actualisation de documents. Ça peut être un volet qui peut être géré par une personne qui a cette fonction-là. Mais l'essentiel, vous avez mis le doigt dessus, c'est est-ce que cet événement, il présente un risque ou un impact pour l'humain, ensuite pour l'environnement et après pour le matériel. Et fondamentalement, en sachant que la réputation de l'entreprise, elle sera durablement toujours jugée sur la façon dont elle se comporte moralement. Voilà, vous savez où vous en êtes, quoi. Vous avez votre curseur intérieur qui dit « je suis prêt à assumer cette image, je ne suis pas prêt à l'assumer ». Et donc, en fonction de ça, je vais communiquer plus ou moins rapidement ou je vais définir vers qui je communique. Parce que la communication de crise, ce n'est pas uniquement les médias, c'est parfois même pas les médias du tout. Utilisez déjà les relais et les supports, les médias que vous maîtrisez. Vous avez des listes de clients, vous avez des listes de fournisseurs, vous avez
des contacts avec des relais d'opinion, avec des leaders d'opinion, tout ce que vous pouvez utiliser comme canal de communication sécure, eh bien, surtout ne vous en privez pas. Les médias, c'est lié à l'opinion publique et donc en fonction de votre secteur d'activité, votre réputation, votre implication dans votre communauté, c'est plus ou moins important. Mais déjà, par vos propres moyens, il y a moyen d'ouvrir votre propre canal de communication. J'ai une question, Patrice. Est-ce qu'il y a, donc c'est Karine, je vais mettre ma caméra pour que vous Entendu? voyez. Est-ce qu'il y a une façon de rattraper une mauvaise communication? De rattraper une mauvaise communication. En communication, il n'y a de vérité que contextuelle. Donc, ça dépend du contexte, ça dépend de l'impact. Est-ce que vous avez un exemple peut-être, Karine? Parce qu'en fait, il peut y avoir une mauvaise communication, ça veut dire quoi? Bah, quelqu'un qui est mal préparé et le premier message qui va passer au journaliste dans l'urgence, le journaliste qui va l'appeler, ça sera pas le bon. Ça sera laissez-moi tranquille, l'usine a brûlé, j'ai pas le temps de vous répondre. Oui. Derrière, comment on rattrape? Eh bien, derrière, en règle générale, on rattrape par la technique du fusible. C'est-à-dire qu'une des règles, alors je sais que dans les petites entreprises, c'est très compliqué, mais très souvent, y compris dans les grosses PME que je fréquente, je vais avoir un dirigeant qui va dire, ben, en cas de pépin de ce type-là, de toute façon, c'est à moi d'assumer, donc c'est moi qui m'y colle. En plus, c'est sûr qu'il n'a pas la pression d'un patron qui regarde et qui vérifie s'il ne raconte pas une information erronée. Mais le problème, c'est que après le patron, qui peut prendre la parole au-dessus de lui? C'est-à-dire que dans une crise dans laquelle il faut être extrêmement réactif, soit on se prend un quart d'heure et on se dit, OK, il faut qu'on s'organise, on a besoin, enfin un quart d'heure, le temps qu'il faut pour rapidement construire une rapide cellule de crise, elle peut être à distance. Donc, il faudra forcément quelqu'un qui décide à un moment donné, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en veille de savoir ce qui se dit, que racontent les clients, est-ce qu'on a déjà des plaintes, est-ce qu'il y a un média qui en a déjà parlé, il y a quelqu'un qui doit se charger de cela, il y a quelqu'un qui va devoir entrer en relation peut-être avec un certain nombre de parties prenantes, et puis il y a quelqu'un qui va devoir se coltiner peut-être des médias. Et donc, qui va se coltiner, pour reprendre le propos, les médias? Si on peut ne pas exposer le dirigeant tout de suite, c'est évidemment une mesure à privilégier. Parce que dans l'urgence, dans la rapidité, on peut évidemment, parce qu'il y a un impact humain, par exemple, être sollicité dans les premières minutes. Pour un tweet, c'est une question de secondes, de minutes. Donc, on peut être sollicité. Twitter est la première source, non pas d'information, mais la première source d'alerte des journalistes actuellement devant l'AFP. L'agence France-Presse, qui est en fait cet organe, comme vous le savez certainement, qui a comme client, ses abonnés, ce sont les médias. Une information qui passe par l'AFP est une information qui est réputée ne pas nécessiter de vérification. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'AFP qui alerte en premier, c'est Twitter. Donc le journaliste, il va être informé, alerté rapidement, et il se peut qu'il vous contacte dans un délai où une partie de votre encadrement peut ne pas être au courant encore de l'information. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Ça nous arrive sur certaines situations. Donc, rattraper une communication erronée, ben, ça dépend de l'impact qu'a l'erreur. Si c'est une erreur conséquente, ma foi, il va bien falloir vraisemblablement changer d'interlocuteur. Ça peut aller jusqu'à là. D'accord. Donc, toujours se garder le dirigeant en back-office pour qu'il ne soit pas le premier au départ sur le front, quoi. Si un jour vous faites une petite formation média training, allez-y au moins à 3.
trouver 2 collaborateurs ou deux encadrants, peu importe, qui pourront, au moins dans un premier temps, faire filtre. Parce que dans les premières minutes, ce n'est pas le degré de connaissance qui est important, c'est la façon de faire savoir. C'est plutôt la manière de maîtriser les médias, enfin d'éviter les dérives. On n'a pas besoin d'avoir un niveau d'expertise ou de connaissance très développé sur l'entreprise dans les premières minutes. Très souvent, il suffit d'une information relativement basique, mais qui doit être livrée en bonne et due forme. D'accord. On a une question qui arrive sur le chat. Existe-t-il des supports pour traiter ces urgences pendant une crise plus ou moins importante? Si oui, où pouvons-nous les trouver? Sont-ils téléchargeables sur le net? Les supports, vous les avez chez vous, c'est-à-dire que les supports qui vous serviront sont des supports qui vont définir des contenus. Donc, identifiez où vous avez, est-ce que vous faites un rapport social annuel dans lequel il y a toutes les stats, etc., qui peuvent être utiles pour argumenter sur l'investissement formation qui est le vôtre. Est-ce que vous avez des statistiques qualité, de retour de produits, des choses de ce type-là? C'est-à-dire que faites peut-être dans un premier temps un travail d'identification des sources. Après, il n'existe pas de support préétabli que vous pouvez trouver outre ce que je viens de vous présenter, mais on est plus sur l'état d'esprit, c'est-à-dire n'oubliez pas l'humain, l'environnement et le matériel. Posez-vous la question que je posais tout à l'heure, avec quelle image sommes-nous prêts à vivre après l'événement? Pour le reste, ce sont des supports que l'entreprise va produire elle-même. Une liste de journalistes ou de parties prenantes, elle est chez vous. Il n'y a pas de modèle, si vous voulez. Et gardez-vous des modèles préétablis. Parce que par définition, une crise, c'est de l'inattendu. Donc, si on pouvait prédéfinir toutes les situations de crise qui existent, il n'y aurait plus de crise. Il y aurait des situations complexes, tendues, avec des impacts variés, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une crise. Une crise est fondamentalement quand on est face à l'inconnu, qu'on est sur une situation qu'on n'attendait pas. Les situations de harcèlement, par exemple, qu'on connaît dans les entreprises depuis maintenant quelques années, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'en parlait pas, ou alors il fallait que ça devienne effectivement une situation vraiment très, très évidente pour que ça devienne une situation potentiellement de crise. Or, il a bien fallu s'adapter. Aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, où on ne sait pas fondamentalement de quoi seront faits les 6 prochains mois, est-ce qu'il va falloir qu'on change de modèle économique? Est-ce qu'il va falloir qu'on change d'organisation? Voilà. Donc, c'est beaucoup plus sur la capacité de créer un groupe en interne. Je pense que, pour reprendre l'idée qui a été évoquée dans la question tout à l'heure, le manque de temps, prenez le temps pour faire 3 choses. La première, c'est identifier les ressources documentaires qui existent, qui possède quelle information. La deuxième, c'est regroupez-vous, faites une réunion spécifique là-dessus à un moment donné avec les quelques personnes qui, s'il doit y avoir un pépin, vont devoir échanger, coopérer pour échanger sur telle ou telle situation, voir comment on est préparé, échanger déjà de manière même culturelle sur le fait de est-ce que ceci est une situation de crise, est-ce que ceci peut être une situation de crise, est-ce qu'on est prêt, on n'est pas prêt, etc. Et c'est pas beaucoup, investissez une demi-journée, un jour d'intervention là-dessus pour échanger sur ce qu'on vient de parcourir de manière assez superficielle en 40 minutes, mais partager sur ces éléments-là. Et le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on peut préparer à l'avance? Préparer des listes, s'assurer que les listes soient à jour, parce que sinon, vous ne vous en servirez pas dans le stress, c'est évident. Préparer un modèle d'information de presse, de communiqué de presse. Ça, ce sont des choses qui peuvent être préparées et qui vont vous permettre de gagner du temps, de savoir où est-ce que je vais trouver effectivement ce fameux modèle de communiqué de presse si jamais j'en ai besoin. Et comment je fais pour accéder à ce support qui est bien entendu sur le disque dur de l'ordinateur de mon collaborateur ou de ma collaboratrice,
qui est chez elle, elle a bien le droit d'être chez elle ou chez lui. Or, il est 22h30 et il y a une alerte, quoi. Donc, ces trois éléments-là sont déjà, je dirais, le noyau de ce qui peut devenir petit à petit, peut-être par cercle concentrique, une organisation de crise à votre échelle. Mais il faut la garder souple. Il faut garder de la souplesse dans la gestion de la situation de crise. Merci Patrice, on a largement débordé. Je vois plus de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Moi, Madame Ossière, j'avais une question, parce que là, on a eu l'exemple de la gestion d'une crise. Je parle pas politiquement, mais comment elle a été gérée, comment les gens l'ont perçue. Je voudrais savoir, vous, en tant que professionnel, où il y a eu des défauts, où il y a eu des loupés, parce que je crois qu'on avait vraiment vécu un exemple là où il y avait quand même des questions qui se posaient en tant que citoyen. Mais je parle pas politiquement. Comment est-ce qu'ils ont bien été conseillés? Est-ce que vous pensez où c'est qu'il y a eu les plus grosses erreurs? Voilà. Mais c'est un petit peu hors sujet, enfin hors sujet. C'est bien dans vous parlez de la gestion gouvernementale de la crise qu'on vit aujourd'hui. Depuis le départ, le gouvernement voilà, il y a eu quand même peut-être certains loupés, j'en sais rien. En tant que professionnel, vous, comment vous avez ressenti les choses? Où vous avez ressenti qu'il y avait des erreurs ou de la communication qui n'était pas tout à fait appropriée, ou voilà, c'est quand on mettait leur travail. Enfin, mais pas politiquement, hein, je vous rappelle, je veux pas parler. Oui, j'entends. Bah, écoutez, on est dans une situation dans laquelle je préfère ne pas être au gouvernement parce que, et puis j'essaie d'éviter d'aller. Il y a toute une série d'experts dans tous les sens qui, à un moment donné, donnent du yaka faucon, on aurait dû, etc. Pour ceux d'entre vous qui ont vécu des crises, vous savez qu'à un moment donné, on fait au mieux. Donc, il y a des choses auxquelles on est préparé et des choses auxquelles on n'est pas préparé. Bon, là où il peut y avoir de temps en temps du cafouillage, c'est que, bien entendu, plus il y a de parties prenantes, plus il y a d'intérêts divergents, plus il y a des canaux de communication qui s'ouvrent. Et donc, plus il peut y avoir et de la déperdition, et puis ce sentiment aussi de parfois être un peu brouillon. Mais vraiment là, je veux pas pointer du doigt tel ou tel en tant que citoyen, il y a des choses qui vous ont choqué, moi, j'aurais pas fait comme ça, non? Je n'étais pas dans cette situation. Moi, j'ai géré d'autres situations avec des industries ici au moment de l'annonce du Covid, des confinements, etc. Des situations parfois très, très compliquées. Au niveau du gouvernement, c'est pour avoir été également dans une collectivité, je veux vous dire qu'il y a tellement d'interactions que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il aurait fallu faire autrement. Donc, à l'échelle d'une entreprise, ce que je pourrais dire, c'est de l'ordre, à la limite, de la conversation de dîner, quoi. Vous voyez, c'est. Ok, je comprends. Je me garderai bien de porter un jugement parce que la situation, elle est vraiment compliquée, elle est vraiment difficile, quoi. Et on entend ce qu'on a envie d'entendre aussi, hein. Voilà, c'est ça. Merci. C'est-à-dire que ce qu'on met toujours en avant, c'est ce que j'appelais tout à l'heure c'est ce que je peux appeler le parle-moi de moi, tu m'intéresses. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en communication, c'est-à-dire qu'on appelle l'exposition confirmante. C'est-à-dire que quand les gens vont chercher un média, aujourd'hui, on a pléthore de médias, que ce soit des médias imprimés, audiovisuels, etc. Et bien, quand vous choisissez de regarder un 20 heures, on ne va pas chercher à avoir le 20 heures dans lequel on va avoir une information qu'on n'aura pas ailleurs. On va sur le 20 heures sur lequel la lecture du monde correspond à la mienne. C'est-à-dire qu'on va aller vers les médias qui nous confortent dans nos propres valeurs. Donc, ceux qui sont effectivement anti-cela vont aller sur les médias qui sont plus critiques, ceux qui sont pro-cela vont aller sur des médias qui sont moins critiques, etc., etc. Et chacun va un peu se conforter dans son système de valeurs parce qu'on est face à l'inconnu. Et que face à l'inconnu, là c'est les neurosciences qui reprennent un peu le dessus, face à l'inconnu, notre cerveau, il va toujours systématiquement vers ce qu'il connaît déjà.
parce qu'il a un sentiment de maîtrise, même si c'est faux. Souvenez-vous du nombre de siècles qu'il a fallu pour accepter l'idée que la Terre n'était pas plate. Ouais. Et il n'y avait pas que des crétins, entre guillemets, qui le pensaient. Donc, dans une situation de crise, en règle générale, on va d'abord vers ce qu'on croit déjà savoir. Parle-moi de moi, tu m'intéresses. Donc, tout ce qui, à un moment donné, se rapproche de l'individu, que ce soit l'identification dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la loi du mort au kilomètre, ou quand il y a, par exemple, une restructuration dans une entreprise, pourquoi il y a beaucoup plus de médiatisation qui parle des dégâts sociaux que de la difficulté qu'il y a à rentabiliser une activité. Tout simplement parce que massivement, quelle est la proportion de la population qui peut s'identifier aux gens qui perdent malheureusement leur job par rapport à la proportion de la population qui peut s'identifier à ceux qui doivent prendre la décision pour garder le navire à flot? D'accord. Merci. Merci de la réponse. Merci. Merci Patrice. Je lis une dernière question qui était très pratico-pratique dans le chat. Est-ce qu'il existe des formations? Bien sûr, il existe des formations. Je ne vais pas faire mon quart d'heure de publicité, mais nous faisons ces formations. Il existe des formations. Vous avez aussi d'autres professionnels, des professionnels du média training et de la gestion de crise qui font effectivement des formations, alors que ce soit sur la communication de crise, que ce soit sur l'organisation de la cellule de crise, sur les méthodologies de fonctionnement de la cellule de crise. Il existe évidemment des formations qui sont d'ailleurs aussi toutes éligibles à vos OPCA. Parfait, merci. Jean-Marc, je te laisse la parole pour le mot de la fin aux derniers qui sont restés. Merci. Allumez ton micro, Jean-Marc. Panne de micro. Toujours, toujours il faut que tu trouves. Peut-être en langage des signes, Jean-Marc, non? Je pense que l'organisatrice avait coupé le micro de mon téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Oui, oui, on vous entend. Hein. Ah bah là maintenant c'est coupé de nouveau. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Bien, eh ben merci. Merci donc à Patrice, à Seigneur tout honneur. Si effectivement certaines entreprises veulent être accompagnées, on les renverra vers vous. Donc on passera bien sûr les slides aux participants ainsi que vos coordonnées. En tout cas, votre intervention, Patrice, illustrait bien l'axe management du risque et notamment l'impact sur l'actif immatériel de l'entreprise qu'on retrouve dans notre diagnostic 360 du label. Donc merci encore. Prochain webinaire le jeudi 3 décembre sur le sujet des opportunités de la cybersécurité et de la RGPD avec des retours d'expérience. Ça sera organisé avec la Chambre de métiers et de l'artisanat 74, donc merci à eux, et l'intervention de Thomas Gesson et de Pexis. Et puis, nous retrouverons également un webinaire le 10 décembre sur le sujet du biomimétisme par le CEBIOS, qui est le Centre d'expertise et d'études du biomimétisme, avec un retour d'expérience dans Phénol. Merci à tous. Super. Merci pour votre invitation. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Jean. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Patrice, bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée.